Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire. Excusez-nous un petit peu pour le retard. On a eu des soucis avec les micros et les caméras. Vraiment navré. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la stéatose hépatique non alcoolique et des approches micronutritionnelles pour l'accompagnement de vos patients. On est accompagné par Ludovic Rondini, qui est directeur scientifique et directeur général donc chez Vitanutrix. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour Solène, bonjour à tous. Je suis ravi de faire cette première intervention en partenariat avec Compliment. On est ravis aussi de vous avoir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, sur l'agenda, on va commencer par une petite introduction. Enfin, Ludovic va commencer par une introduction sur Vitanutrix, nous expliquer un peu quelles sont les valeurs du laboratoire, les garanties, les engagements. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet sur la stéatose hépatique non alcoolique. On parlera bien sûr d'insulinorésistance, d'inflammation de bas grade et des prises en charge adaptées pour vos patients. On garde 15 minutes à la fin, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez poser donc soit dans le chat où on a Léa qui est modératrice donc de l'équipe Compliment qui sera là pour répondre notamment si c'est des questions plutôt techniques sur le fonctionnement de Livestorm ou autre. Et puis sinon, il y a la rubrique questions aussi en bas à droite dans laquelle vous pouvez directement poser toutes vos petites questions et on y reviendra donc à la fin. Je vais pouvoir laisser la parole à Ludovic Rondini pour se présenter et commencer à nous présenter cette thématique. Oui, merci Solène. Bon, alors comme vous pouvez le voir, en fait, je suis un peu l'homme mystère, donc il faudra vous contenter en fait pour l'instant de ma photo. Donc désolé pour ce petit aléa technique. Voilà, on a un problème de caméra. Donc moi je suis directeur général et scientifique de Vitanutrix. J'ai un background en nutrition et en biochimie. Donc vous verrez, je saupoudre allègrement mes interventions de biochimie. Je vais faire light, je vous promets, parce que c'est midi, je ne voudrais pas risquer l'indigestion tout de suite. Et aujourd'hui, on va parler, alors je ne sais pas si j'ai la main pour changer les diapos, ouais, c'est super. Donc, je vous parle, parce que c'est la première fois qu'on organise un événement lié avec Compliment. Donc, beaucoup ne connaissent pas Vitanutrix. Je vais vous en dire 2-3 mots. Je vous rappelle que demain, on a un atelier pratique pour mieux découvrir la gamme et ses produits. Donc, on aura le temps d'approfondir ce point. Mais pour faire simple, nous sommes une société qui est franco-belge, qui a été fondée en fait en 2012, dont le siège social est basé en Belgique. On travaille depuis très très longtemps en micronutrition et nos produits sont principalement disponibles en distribution pharmaceutique. Très récemment ou plus récemment, on a choisi aussi de travailler un peu plus en direct avec les professionnels de santé, donc que vous soyez médecin, diète, naturaux ou que vous ayez d'autres professions mais qui ont attrait à la santé. Voilà, et pour faire découvrir un peu plus en direct la gamme. Voilà, donc on essaye d'avoir, je vais passer cette diapo, j'aurai le temps de revenir dessus demain. En ce qui concerne nos valeurs, on a 4 points cardinaux. L'innovation, vous allez le voir, on a des actifs qui sont assez innovants. Pour la plupart, ils sont soit brevetés, soit bénéficient d'études cliniques. L'idée, c'est d'avoir une efficacité maximale. Alors, on a plusieurs leviers, en fait, pour atteindre cette efficacité, notamment les dosages qui sont relativement importants. Bon, ça, c'est lié aussi au fait qu'on est une marque basée en Belgique. Et en Belgique, les dosages sont, de manière générale, assez élevés en ce qui concerne les nutriments. Et puis, le but du jeu, c'est de s'inscrire dans un partenariat de confiance entre professionnels de santé et le patient. Et donc, l'objectif, c'est que les patients soient contents et que ça crédibilise aussi l'action du professionnel de santé. On cherche aussi à avoir une bonne biodisponibilité. Alors ça, sans vous raconter mon passé, mais j'ai fait mon doctorat en fait sur des problématiques de biodisponibilité. Et indépendamment de la dose, c'est le devenir dans l'organisme qui est important. Et la biodisponibilité, l'assimilation conditionne à la fois l'efficacité des produits, mais également la tolérance pour le patient. Bien souvent, des effets indésirables sont liés à des mauvaises absorptions. Et puis enfin, la proximité. Le but du jeu est d'être
voilà, proche des patients, proche des professionnels de santé qui nous accompagnent. Et donc, beaucoup de webinaires, beaucoup de déplacements en cabinet, beaucoup d'expertise aussi, je dirais, sur nos produits. On maîtrise très bien nos produits. Les formules sont maison et donc on a une véritable expertise. On essaye de vous la communiquer et d'être le plus réactif possible. Quelques mots sur les engagements de la gamme Vitanutrix. Donc des ingrédients, je vous le disais, innovants et objectivés par des études cliniques, des produits qui sont bien dosés, je me répète un petit peu, des associations pertinentes d'actifs, bon ça c'est lié notamment à notre background scientifique et micronutritionnel, des garanties, notamment un minimum d'additifs, y compris ceux qui sont acceptés mais potentiellement controversés, et puis un maximum de naturalité parce qu'on sait très bien que ça conditionne aussi l'effet et l'efficacité des produits. Allez, ces présentations étant faites, rentrons dans le vif du sujet avec l'approche micronutritionnelle de la stéatose hépatique non alcoolique. Alors c'est vrai qu'après les fêtes, quand on parle du foie, c'est généralement un sujet d'actualité ou une thématique assez classique, mais on a voulu apporter une vision, on va dire, un peu plus médicalisée des choses. Et notamment par rapport à finalement pas simplement un sujet ponctuel qui est un sujet du mois de janvier et post-fête, mais finalement une maladie qui est beaucoup plus chronique et avec une prévalence qui est de plus en plus importante, à savoir les stéatoses hépatiques, donc une inflammation du foie. Et je vous parlerai plus en détail, notamment du NASH et l'INAFOLD, et je vous définirai bien évidemment ces acronymes pour que vous soyez plus à l'aise avec. Alors, commençons par l'acteur principal, à savoir le foie. Le foie, généralement, vous connaissez plutôt bien ses fonctions. Vous avez conscience que quand on parle de métabolisme, il joue un rôle fondamental. Mais en réalité, sa fonction ne s'arrête pas simplement à la détoxication et à la filtration des toxines, mais également au métabolisme, donc notamment à la synthèse des lipides, des protéines, des glucides. Il intervient par ce biais notamment dans des mécanismes ou dans des fonctions physiologiques telles que la glycémie ou l'inflammation. Il contribue également à une bonne digestion, notamment en fabriquant des sels biliaires et en permettant la digestion des lipides. Donc, pas de fabrication de lipase, ça c'est notamment les glandes salivaires, l'intestin et surtout le pancréas qui fabriquent des lipases. Mais par contre, fabrication des sels biliaires qui permet de faire une émulsion, favorisant l'attaque de ces lipases et la digestion des aliments gras. Des aliments gras et des lipides plus généralement. Enfin, il a un rôle de stockage, et ce rôle de stockage, on va l'aborder en fait dans la thématique de ce midi, notamment en stockant du glycogène, donc une réserve de glucides, mais également en stockant des graisses ou encore des vitamines liposolubles. Donc vous voyez 4 rôles au niveau de cette glande, et des rôles qui sont évidemment fondamentaux sur aussi bien des choses qui concernent la nutrition, mais également qui vont concerner des fonctions plus fines, notamment la fonction inflammatoire qui est connexe à l'immunité et à la défense de l'organisme. Alors, quand le foie va bien, pas de problème, on a un organe qui est robuste, qui remplit plein de fonctions et ça se passe bien. Par contre, on peut avoir un foie qui est en souffrance. L'expression de cette souffrance, c'est comme souvent au niveau des organes, ça se traduit par de l'inflammation. Et quand le foie est inflammé, on parle alors d'hépatite. Vous savez, le suffixe -ite est le marqueur d'un état inflammatoire. Donc, quand le foie est inflammé, il est en hépatite. Et évidemment, c'est très problématique parce que c'est l'expression d'une souffrance, c'est l'expression d'une pathologie et il faut absolument réagir pour éviter d'avoir des conséquences plus graves à ce premier stade inflammatoire. Alors, il existe plusieurs origines des hépatites, 3 grandes causes. La première cause, c'est une cause virale, c'est-à-dire une infection par un virus. Donc, il existe
plusieurs virus responsables des hépatites, on a tendance à dire que, en tout cas pour les reconnaître, on les numérote de A à G. Donc l'hépatite A, par exemple, c'est une des plus bénignes, même si elle peut laisser en fait et avoir des conséquences en fait sur le long terme. La B, vous la connaissez généralement très bien parce qu'il existe un vaccin et sans rentrer dans un débat qui risque d'être extrêmement polémique et extrêmement tendu. En tout cas, voilà, il existe soit des traitements préventifs, en curatif c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et puis on peut aussi citer l'hépatite C qui est à ce jour l'hépatite qui est qui cause le plus grand nombre de décès. Allez, en France, c'est environ 4500 décès par an sur l'hépatite C et pour les Belges, si on considère que vous avez une population qui est 6 fois moins importante, on peut considérer que vous avez 700 à 800 morts par hépatite C par an. Donc vous voyez, ça fait mine de rien un problème de santé qui reste relativement majeur. La deuxième hépatite qui est connue ou bien connue, c'est l'hépatite alcoolique. Donc on parle de stéatohépatite alcoolique, et elle est liée, comme son nom l'indique, à une consommation d'alcool trop importante, et ça engendre un déséquilibre au niveau hépatique qui est relativement important et qui peut avoir des conséquences plus graves, comme pour les autres hépatites d'ailleurs, et entraîner potentiellement la mort du patient. Enfin, on aborde les hépatites qui sont celles dont on va parler aujourd'hui, à savoir les hépatites non alcooliques. Donc, le premier stade, je dirais, c'est le NAFLD, c'est-à-dire la stéatose hépatique non alcoolique, qui peut se transformer dans 20% des cas en NASH. Donc, c'est ce que l'on appelle la stéatohépatite non alcoolique. Donc, ça, c'est un stade plus avancé, en fait, de la pathologie. Et notamment, c'est une cause importante de maladies hépatiques dans les pays occidentaux et au Moyen-Orient, plus importante d'ailleurs que la consommation, que les hépatites liées à la consommation d'alcool ou aux hépatites virales. Et si j'ai choisi de vous parler en fait des NAFLD ce midi, c'est parce que nous avons une prévalence qui est en très forte augmentation. On a doublé le nombre de cas sur les 20 dernières années. En Europe, en fonction des pays, on est entre 16 et 38% de la population générale, et ça représente notamment 6 à 10% des enfants. Ça a plus que doublé en fait sur les 20 dernières années, et c'est très préoccupant parce que évidemment on a des sujets de plus en plus jeunes qui sont atteints de cette pathologie. Et puis on a certaines populations qui développent plus facilement des NAFLD et de manière générale des stéatoses non alcooliques. Ce sont notamment les diabétiques, donc 70% d'entre eux sont atteints de stéatose, et 90% des obèses. Donc vous voyez que mine de rien, on a des populations qui vont être particulièrement touchées par ces hépatites non alcooliques. Alors, le problème principal est que ces hépatites peuvent évoluer. Donc, vous voyez, si on part d'un foie sain, on peut avoir dans un premier temps un certain nombre de déséquilibres, notamment des déséquilibres lipidiques, des résistances à l'insuline, des problèmes d'obésité, de syndrome métabolique ou de diabète de type 2, qui vont favoriser la mise en place de cette stéatose hépatite non alcoolique, le NAFLD. Voilà. Ensuite, cet état peut évoluer, notamment parce que l'on a une forte oxydation du foie, notamment une peroxydation des lipides. Vous savez, c'est quand le stress oxydant touche les lipides, oxyde ces lipides et provoque en fait des composés qui sont particulièrement agressifs pour les cellules. On peut ensuite avoir des problèmes qui sont liés à la dysfonction mitochondriale. C'est un vrai sujet qui est assez long à traiter, mais c'est encore des problèmes de stress oxydant. On peut également avoir des problèmes d'apoptose cellulaire quand le stress oxydant et l'inflammation sont trop importants. Eh bien, on arrive sur une mort de la cellule. Donc, les cellules du foie peuvent s'autodétruire, si vous voulez.
Et puis, tout ça, ça va engendrer un état inflammatoire avec une activation d'une protéine qu'on appelle la protéine C, la CRP, et un certain nombre de cytokines qui vont générer un état inflammatoire du foie et qui vont auto-entretenir cet état inflammatoire. Vous voyez, on va avoir entre 12 et 40% des patients qui ont un NAFLD qui vont véritablement développer une hépatite. Alors j'aurais tendance à dire qu'on peut encore rester positif parce que jusqu'au stade du NASH, c'est-à-dire vraiment de l'hépatite avec une origine non alcoolique, eh bien les choses sont réversibles. Comment sont-elles réversibles? Eh bien, notamment avec une bonne hygiène de vie, donc de l'exercice physique, une bonne alimentation et notamment un certain nombre de compléments nutritionnels ciblés. Par contre, si on ne prend pas le problème véritablement au sérieux, alors on peut avoir des stades qui évoluent vers une cirrhose, c'est-à-dire finalement une fibrose des cellules hépatiques. Et cette fibrose se caractérise par un dysfonctionnement du foie et de la cellule hépatique. Et ça peut malheureusement, alors non seulement c'est un stade qui devient irréversible, c'est-à-dire que le foie perd sa capacité d'auto-réparation ou d'auto-régénération, mais en plus, ça peut évoluer très rapidement vers des pathologies qui sont potentiellement mortelles, l'insuffisance hépatique chronique, des carcinomes hépatocellulaires, c'est-à-dire un cancer du foie, et ça peut également avoir des conséquences au niveau de la mortalité cardiovasculaire parce qu'il y a un état inflammatoire qui s'installe, parce qu'il y a un stress oxydant qui s'installe, parce que le foie n'est plus capable de réguler en fait l'équilibre lipidique correctement et pour le coup, ça engendre derrière une augmentation du risque cardiovasculaire. D'ailleurs, si on essaye de regarder en fait ou si on essaye de résumer ces facteurs de risque, eh bien, on se rend compte que donc l'hépatite provoquée ni par l'alcool ni par un virus, mais véritablement par l'inflammation, se traduit par 3 symptômes: la stéatose, l'inflammation et ce qu'on appelle en anglais le ballooning, c'est une augmentation du volume des cellules. Je vous montrerai un petit schéma, des photos sur ce sujet, que c'est directement lié au mode de vie. Et donc, s'il y a bien une pathologie avec le diabète dans laquelle, en fait, l'alimentation et l'hygiène de vie ont un impact direct, c'est bien le NAFLD. Donc, ça se caractérise notamment par des apports caloriques excessifs, notamment des sucres à fort index glycémique, à fort index insulinémique, et par un manque d'activité physique. Et c'est accentué et amplifié par un certain nombre de facteurs de risque, notamment de l'hypertension artérielle ou autres troubles cardiaques, par le surpoids et l'obésité qui, de manière générale, surchargent le foie et, on le verra par la suite, entretiennent un climat inflammatoire qui est évidemment très néfaste au rétablissement d'un bon équilibre inflammatoire. Un taux élevé de lipides dans le sang, donc ça c'est un moyen facile de détecter potentiellement un foie qui est en surcharge, évidemment par des troubles de la glycémie se traduisant soit déjà par un diabète installé, soit plus précocement par une insulinorésistance. Alors c'est particulièrement préoccupant, vous voyez qu'on a des données qui datent d'une dizaine d'années, mais en fait les choses n'ont fait qu'empirer malheureusement. Alors j'avais pas de données plus récentes en fait à vous présenter que des données 2011, 2013, 2017. Mais vous voyez que le NAFLD dans la population, notamment américaine, c'est une personne sur 3 et on attend à ce que ce soit 2 personnes sur 3 d'ici à 2030. Et la forme plus avancée, c'est-à-dire le NASH, donc avec une inflammation qui est pour le coup chronique, eh bien c'est 12% de la population adulte actuellement aux États-Unis. Et on s'attend à ce que ça double d'ici 10 ans. Et ne pensez pas que c'est parce que les Américains mangent mal et que c'est une maladie qui ne touche que l'Amérique du Nord. Bien au contraire, on voit, et je vous le disais, la prévalence est très forte en Europe, avec une recrudescence notamment chez les enfants. Donc pour l'instant,
c'est une dizaine de pourcents pour le NAFLD et 3% pour le NASH, mais c'est très inquiétant parce que habituellement, il y a encore une vingtaine d'années, c'était une pathologie qui n'existait pas chez les enfants ou alors chez quelques enfants qui présentaient des obésités particulièrement précoces et avec des composantes génétiques importantes. Là, très clairement, on est sur une maladie de société qui, encore une fois, est directement liée à nos habitudes alimentaires et à notre sédentarité. Alors, les principales conséquences, eh bien, c'est des accidents cardiovasculaires. C'est d'ailleurs la première complication et conséquence du NAFLD et du NASH, c'est-à-dire qu'avant de faire un cancer du foie, on va avant tout faire un accident cardiovasculaire et des personnes qui sont soit avec des troubles de la glycémie, soit avec une obésité, par exemple, eh bien, on sait qu'ils ont un risque de pathologie et de mortalité cardiovasculaire qui est renforcé. Le deuxième point, ce sont des cancers qui ne sont pas liés au foie. Je vous rappelle qu'en fait, quand un organe est touché, quand il y a un déséquilibre inflammatoire ou oxydatif, ce n'est pas forcément l'organe qui est le plus exposé qui va systématiquement déclencher en fait un cancer. Je fais une analogie ou une association. Vous savez tous que fumer prédispose ou augmente très fortement le risque de cancer du poumon, mais vous prenez le cancer de la vessie, c'est typiquement, ou le cancer du côlon, ce sont plus volontiers des cancers de fumeurs. Et en fait, le tabagisme peut toucher en fait des organes qui ne sont pas en fait l'organe forcément le plus exposé. C'est exactement la même chose pour la stéatose hépatique non alcoolique. C'est pas parce que le foie est particulièrement malmené et en inflammation que c'est lui qui de facto va déclarer en fait un cancer ou un problème. Et puis enfin, vous avez évidemment des complications qui sont directement liées à cette stéatose ou à cette hépatite, avec des stades terminaux dont je vous ai parlé, c'est-à-dire des hépatocarcinomes ou éventuellement des cirrhoses en stade avancé. Bon, tout ça, ce n'est pas très réjouissant, mais on peut quand même non seulement avoir des outils de diagnostic précoce, alors on peut faire des biopsies du foie, ça c'est très efficace, mais c'est relativement invasif. On peut également faire des imageries, alors notamment des échographies ou des ultrasons qui peuvent permettre de diagnostiquer des stades précoces de la stéatose hépatique non alcoolique. Et puis, on peut également avoir recours à des tests sanguins qui sont encore en cours de développement, mais je vous ai mis quelques noms de marques, Fibromètre et Fibrotest. J'ai évidemment aucune action dans ces entreprises qui développent des tests qui pourraient permettre, notamment chez les enfants ou chez certaines populations, de dépister très précocement ces déséquilibres lipidiques pour pouvoir mettre en place des mesures hygiéno-diététiques adaptées. Alors, vous voyez les trois lésions qu'on peut avoir sur un NASH, c'est d'une part une stéatose, c'est-à-dire la particularité d'avoir des gouttelettes lipidiques qui sont visibles au niveau des cellules hépatiques, et notamment on considère que plus de 5% des cellules présentent des amas graisseux, alors on est en stéatose. Donc, vous avez ici une représentation schématique des cellules et en dessous, vous avez un petit encart avec une photographie en fait au microscope électronique. Et vous voyez en fait les taches blanches, ça correspond aux amas graisseux qu'on peut avoir dans le foie. Pour faire simple, les gens ont un foie gras, ni plus ni moins, comme une oie qu'on gave pour avoir du foie gras à Noël. Et bien là, c'est exactement le même phénomène qui se produit sur un foie humain. La deuxième chose, c'est que vous avez une inflammation des cellules, donc caractérisée par une cellule qui va présenter des signes caractéristiques, notamment en microscopie, de l'inflammation. Et puis enfin, vous avez l'anglicisme qu'on appelle le ballooning, où on va avoir nos cellules qui vont être toutes gonflées, et donc on va avoir une augmentation du volume cellulaire qui est très caractéristique également de la stéatose hépatique non alcoolique. Alors, tout ça, j'ai beaucoup parlé de lipides jusqu'à présent, mais en réalité, c'est avant tout une pathologie qui est liée à l'absorption
de sucre. Et si je vous ai mis une petite représentation de soda ou une illustration avec des sodas, c'est parce que c'est véritablement le sucre qui va être l'ennemi numéro 1 par rapport au développement de cette stéatose. Alors, je vous rappelle, et ça, je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, bien sûr, les glucides, je vous rappelle qu'ils ont avant tout un rôle énergétique, c'est-à-dire que quand on est en activité physique, bien évidemment, ça va être le substrat préférentiel pour fabriquer de l'ATP au niveau cellulaire. Par contre, si je ne suis pas en activité, eh bien, je vais convertir ces sucres en énergie de réserve, donc dans un premier temps en glycogène, dans un second temps, je vais les transformer via la lipogénèse en triglycérides, et c'est notamment ce qui va contribuer au développement des réserves graisseuses. Alors, on a tout de suite en fait en réflexe et pour réflexe de se dire ah ben c'est principalement au niveau du tissu adipeux en fait que ces glucides excédentaires vont être stockés. Eh bien oui, vous avez raison, c'est le lieu de stockage préférentiel, mais comme le foie a également ou a plutôt une activité métabolique relativement intense, eh bien lui aussi va prendre en partie et une partie de ces lipides en stockage, et c'est ce qui va contribuer au développement du NAFLD et à ces amas graisseux qui sont très caractéristiques que je vous présentais en fait précédemment. Donc bien évidemment, si on est sédentaire, il faut absolument fuir tout ce qui est sucre à fort index glycémique parce que via la sécrétion d'insuline, ça va inverser le métabolisme vers du stockage, vers des problèmes qui peuvent être des problèmes esthétiques dans un premier temps, mais qui, vous le voyez, peuvent avoir des conséquences médicales plus importantes, notamment quand ces amas graisseux touchent le foie. Et ne vous y trompez pas, la consommation de sucre est galopante. On a tendance, et ça fait 30 ans, 40 ans qu'on diabolise en fait les lipides et les graisses. Il n'y a qu'à voir la chasse au cholestérol qu'on peut faire depuis une quarantaine d'années. Et on met de plus en plus les gens sous statine et on essaye de réduire leur cholestérol. Mais en réalité, le problème ne vient pas de là. Les problèmes principaux au niveau cardiovasculaire et au niveau hépatique proviennent avant tout de notre consommation de sucre. D'ailleurs, celle-ci est en explosion. Vous voyez ici, en 2000, la demande mondiale en fait, de sucre était de 127 000 milliers de tonnes. Vous voyez qu'on est à 189 000 milliers de tonnes en 2016. Ça veut dire une augmentation de 45% en l'espace d'une quinzaine d'années. Et si vous regardez aussi entre 1990 et entre 2000, vous retrouvez aussi avec une augmentation de 25%. Donc on a une consommation de sucre, alors de sucre dont on a conscience, les sodas c'est facile. Par contre, il y a plein de sucres cachés dans notre alimentation. Regardez les sauces, regardez la charcuterie ou les viandes ou les plats préparés qui sont sucrés. Tout ça, ce sont des sucres cachés et qu'on consomme sans forcément en fait s'en rendre compte. Et ça, c'est effectivement catastrophique en termes d'apport de sucre et en termes évidemment de métabolisme. Donc ne vous y trompez pas, faire la chasse au sucre, c'est une priorité. Évidemment, si vous êtes diète, naturo ou médecin, nutritionniste, vous le savez très bien, mais le sucre, c'est vraiment l'ennemi public numéro 1, et je ne vous parle même pas des conséquences sur le microbiote, sur le développement des mycoses, sur l'équilibre acide-base, etc., etc. Bref, en tout cas, voilà, faites attention, le sucre a des conséquences qui sont très importantes. Alors, venons-en maintenant aux conséquences métaboliques. Pourquoi est-ce que finalement on a le développement de cette stéatose et pourquoi surtout on a un phénomène qui est auto-entretenu avec le tissu adipeux et avec des conséquences cardio-métaboliques. Donc cardio-métabolique, c'est à la fois cardiovasculaire mais également métabolique avec des perturbations des marqueurs inflammatoires et des marqueurs du diabète. Eh bien, en fait, il faut savoir que le point de départ ou un des points de départ, avant d'aller voir ce qui se passe dans le foie, c'est avant tout de regarder ce qui se passe au niveau du tissu adipeux blanc. Le tissu adipeux blanc, ce sont
c'est le tissu de stockage que l'on a autour de l'intestin, ce qu'on appelle aussi les graisses viscérales ou périviscérales, qui sont situées au niveau de la sangle abdominale. En fait, quand on a un déséquilibre d'apport lipidique, c'est-à-dire des graisses de mauvaise qualité, des graisses saturées avec des chaînes carbonées de taille moyenne, et qu'à l'inverse, on a très peu d'oméga 3 ou d'acides gras monoinsaturés, ou au niveau des sucres, que l'on a des apports réguliers en sucre à fort index glycémique ou à fort index insulinémique, eh bien, on va déstabiliser le fonctionnement du tissu adipeux blanc, et celui-ci, mine de rien, n'est pas simplement un tissu passif de stockage, mais ce tissu va également avoir un impact direct dans le développement et la mise en place d'un schéma inflammatoire, et notamment, il va se mettre à fabriquer des molécules, des cytokines pro-inflammatoires qu'on appelle les adipokines. Les adipokines, ce sont les cytokines fabriquées par le tissu adipeux, c'est-à-dire ce tissu normalement de réserve. Et notamment, on va avoir une diminution de la fabrication d'adiponectine. C'est dommage parce que c'est la seule adipokine qui a plutôt tendance à être favorable et à rééquilibrer en fait la prise alimentaire. A contrario, on va avoir une augmentation de la leptine, une augmentation de l'interleukine 6, une augmentation du TNF-alpha, et ces trois adipokines, eh bien, malheureusement, vont contribuer à mettre en place un climat pro-inflammatoire au niveau du tissu adipeux, mais au niveau systémique également. On peut d'ailleurs le mettre en évidence par un certain nombre de marqueurs, des CRP ultrasensibles, des profils érythrocytaires lipidiques, etc., etc. Et c'est ça qui, en réalité, va engendrer une insulinorésistance, une hyperlipidémie et éventuellement des complications type hypertension artérielle ou obésité. Et vous voyez qu'on va avoir un phénomène auto-entretenu, c'est-à-dire que plus nos cellules, plus notre tissu adipeux blanc va être développé, plus il va synthétiser en grande quantité ces adipokines, et plus ça va favoriser en fait la consommation et l'envie de consommer des aliments fortement pro-inflammatoires et fortement insulinémiants. Et donc vous voyez qu'on se crée un cercle vicieux que je vous décris au niveau du tissu adipeux, mais qui finalement va avoir des conséquences très importantes au niveau du foie et dans la mise en place de la stéatose hépatique non alcoolique. Donc, vous voyez, le tissu adipeux a des conséquences, ou en tout cas va fabriquer ces cytokines pro-inflammatoires, ça va augmenter la circulation d'acides gras libres, ça va diminuer la synthèse d'adiponectine, et ça va se traduire par une augmentation des risques. La dysfonction endothéliale, donc c'est tout ce qui prédispose au risque cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde, etc., etc. Une insulinorésistance au niveau hépatique, avec un risque augmenté de diabète de type 2, une dysfonction des cellules bêta du pancréas, qui sont là aussi chargées de la régulation de la glycémie, et une perturbation du métabolisme énergétique au niveau musculaire, avec une augmentation de certains acides gras, notamment les triacylglycérols, qui vont tous les trois contribuer à une augmentation du risque de prédiabète et de diabète. Et au niveau du foie en particulier, eh bien, ça va contribuer à la mise en place de cette fameuse stéatose hépatique non alcoolique. Donc, vous voyez qu'on a ensuite un phénomène auto-entretenu, et le climat inflammatoire engendre des troubles hépatiques et entretient ces troubles hépatiques, et le foie lui-même va contribuer de par son métabolisme à entretenir ces troubles hépatiques. Donc, vous voyez qu'entre tissu adipeux et foie, on a une relation intime avec une augmentation du climat inflammatoire qui provoque ces pathologies et surtout leur auto-entretien. Alors ça peut se traduire par ce que l'on appelle dans un premier temps une inflammation de bas grade. Je vous rappelle qu'une inflammation de bas grade, c'est une inflammation qui est silencieuse, sans symptômes apparents, c'est-à-dire qu'on n'a pas mal, c'est pas rouge, c'est pas douloureux, c'est pas enflammé, sauf si évidemment on fait des investigations avec des marqueurs un petit peu fins. Et notamment ces marqueurs, eh bien, on peut citer la CRP ultrasensible, qui est souvent
voilà, dosé justement pour mettre en évidence des inflammations de bas grade. Ça peut être aussi un dosage de marqueurs tels que l'homocystéine ou éventuellement des dosages d'acides gras érythrocytaires. Comme je vous le disais, le rapport oméga 6 sur oméga 3 est intéressant, de même que le rapport acide arachidonique sur acide eicosapentaénoïque. Alors, je ne rentre pas en fait dans les détails, mais vous savez qu'il y a d'autres moyens également d'identifier une inflammation de bas grade. Et typiquement, une NAFLD, c'est une inflammation de bas grade qui se transforme ensuite potentiellement en inflammation vraie quand on tourne à l'hépatite. Donc, les facteurs de risque d'une inflammation de bas grade, si vous n'êtes pas fan des dosages biologiques, eh bien, vous avez le surpoids et l'obésité, qui sont évidemment des marqueurs de ce déséquilibre au niveau du tissu adipeux et qui, on l'a vu, dans 70 à 80% des cas, eh bien, est associé avec une stéatose hépatique non alcoolique. L'insulinorésistance, qui pareil est un très bon marqueur. L'âge, plus on avance dans l'âge et plus notre réponse inflammatoire est déséquilibrée, et donc plus on a une prédisposition à développer en fait facilement et de manière non proportionnée en fait de l'inflammation. Le stress, alors stress oxydatif ou stress psychologique. L'hyperperméabilité intestinale aussi, qui va entretenir, qui d'ailleurs elle-même une inflammation de bas grade et qui va auto-entretenir un climat inflammatoire. Et puis des déséquilibres alimentaires, notamment sur les apports oméga 3, oméga 6. Et donc, pour résumer finalement ces perturbations inflammatoires, eh bien, l'inflammation de bas grade, vous le savez, se caractérise non seulement par une durée et une chronicité qui est forte et qui est complètement associée avec, ou en tout cas qui est complètement en lien avec le NAFLD que je vous décris, qui est une inflammation chronique, donc durable et principalement liée à notre hygiène de vie, mais de faible intensité, puisqu'elle est notamment sous le seuil de perception de la douleur. Et l'objectif de ce schéma, c'était de vous repositionner, en fait, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que l'objectif, ce n'est pas de vous parler de l'inflammation, mais c'était principalement de repositionner les trois types de réactions inflammatoires. La réaction inflammatoire aiguë que vous connaissez suite à une lésion tissulaire, une inflammation chronique qui dure dans la durée et qui est sur et au-dessus du seuil de perception de la douleur. Et notamment, donc ça, quand vous avez par exemple un rhumatisme inflammatoire, une polyarthrite rhumatoïde, vous êtes typiquement dans une inflammation chronique, voilà, d'intensité relativement forte ou modérée, mais de durée importante, et l'inflammation de bas grade, qui en l'occurrence est sur une durée très longue, mais qui est plus difficile à identifier parce que, en l'occurrence, elle est sous le seuil de perception de la douleur. Alors, pour vous convaincre, si besoin en est, que l'obésité, le surpoids sont directement et impactent directement ce climat inflammatoire, on a ici une étude qui est un petit peu ancienne, qui date de 2001, mais qui montre en fait deux marqueurs, en fait, qui suit deux marqueurs qui sont le TNF-alpha et l'interleukine 6, qui sont deux marqueurs pro-inflammatoires fabriqués entre autres par le foie et le tissu adipeux blanc. Et on voit que plus l'indice de masse corporelle est élevé et plus ces marqueurs sont élevés. Et vous voyez que, donc je vous rappelle qu'un IMC inférieur à 25, c'est quelqu'un qui est normopondéré. Vous voyez qu'en l'occurrence, le TNF-alpha et l'interleukine 6 sont très faibles, et plus on va augmenter en fait l'indice de masse corporelle, et plus on va avoir ces marqueurs pro-inflammatoires qui vont dériver. Donc on a bien une relation directe, c'est ce que je vous expliquais, entre le tissu adipeux blanc, l'obésité, le surpoids et le climat inflammatoire qui est associé. Alors, parlons rapidement de la prise en charge, parce que j'ai été un petit peu long sur la physiopathologie. Dans un premier temps,
il est important de réduire l'inflammation de bas grade. Et là, pour réduire l'inflammation de bas grade, on en vient sur tous les conseils que vous connaissez par cœur, c'est-à-dire une perte de poids s'il y a un surpoids ou une obésité, l'augmentation de l'activité physique, c'est fondamental, notamment pour réguler la glycémie, une diminution de la consommation d'alcool, même pour une NAFLD, bon, évidemment, s'il n'y a pas de consommation d'alcool, tout va très bien, mais même si l'origine n'est pas alcoolique, c'est fondamental puisque je vous rappelle que le foie transforme l'alcool en graisse de manière préférentielle. Consommer des oméga-3 pour réduire ce climat inflammatoire, augmenter la consommation de fibres parce que ça a un impact direct dans la régulation de la glycémie, privilégier des aliments à faible charge glycémique, faible indice insulinémique, etc., etc. Réduire la consommation de fructose. Alors le fructose, je ne vous en ai pas encore parlé, mais c'est vraiment le sucre qui est le plus néfaste, je dirais, pour la santé. Alors vous allez me dire, bah oui, mais le fructose, pourtant, il a un bon index glycémique. On m'a toujours dit que le sucre des fruits, c'était bon. Et pourtant, eh bien, ce fructose, c'est le point de jonction d'un point de vue métabolique entre le métabolisme glucidique et le métabolisme lipidique. C'est-à-dire que le fructose, c'est le premier sucre qui va être converti en graisse par le foie si véritablement vous avez une augmentation trop importante de la glycémie. Alors que le glucose ou le saccharose, alors le saccharose, hein, c'est du glucose et du fructose, mais le glucose, pardon, va être converti plus facilement en glycogène, alors que le fructose, lui, va être plus facilement converti en acide gras. Donc faites attention au fructose, qui est là encore une fois bien souvent caché, et notamment dans des produits transformés où vous avez souvent des sirops de glucose fructose qui sont pas très bons pour la glycémie. Et puis privilégier une alimentation riche en antioxydants, impossible dans le temps imparti que j'ai de développer ce point-là, mais c'est quelque chose de particulièrement important. Évidemment, n'oubliez pas tous les facteurs qui sont catalyseur de cette hygiène de vie. Je pense notamment au stress qui va amplifier le climat inflammatoire. Je pense notamment à d'autres facteurs comme par exemple une dysbiose ou par exemple un certain nombre de mycoses, notamment à Candida albicans, qui peuvent être particulièrement délétères. Alors, 2 petits mots, et les produits, je vous les présenterai de manière beaucoup plus détaillée demain sur l'atelier pratique. Mais sur la prise en charge, il faut protéger le foie. Un des moyens de protéger le foie, c'est d'avoir recours à des plantes qui sont hépatoprotectrices. Il n'y en a pas beaucoup. Chez Vitanutrix, on a opté pour le chardon-marie, et notamment un chardon-marie liposomal, donc que vous retrouvez dans la formule qui s'appelle VitaDetox and Protect. VitaDetox and Protect, c'est vraiment un protecteur hépatique avant tout. Vous allez retrouver donc du chardon-marie liposomal. Vous allez retrouver des hépatoprotecteurs, notamment un extrait de thé vert qui est titré en EGCG. Vous allez retrouver un extrait de brocoli qui est hyper intéressant parce qu'il est titré en sulforaphane, et le sulforaphane, c'est un très bon protecteur cellulaire. Je reviendrai demain sur les mécanismes d'action en particulier de ce sulforaphane. Et puis, vous avez un certain nombre de vitamines du groupe B et de cofacteurs tels que le molybdène, parce que le foie est effectivement doué d'un très grand nombre de fonctions métaboliques. Encore faut-il que les enzymes du foie aient tous les cofacteurs nécessaires pour fonctionner correctement. Et puis j'oubliais, il y a évidemment de la choline et de la taurine. Je vous rappelle que pour fabriquer des sels biliaires et donc éliminer et rééquilibrer le métabolisme, on a besoin de choline et de taurine. Des sels biliaires, c'est ni plus ni moins que de la choline et de la taurine complexés avec du cholestérol. Donc là encore, on fournit les précurseurs des sels biliaires que sont la choline et la taurine. Donc les indications du VitaDetox and Protect, vous l'avez compris, ce sont les stéatoses hépatiques, qu'elles soient alcooliques ou non alcooliques d'ailleurs.
C'est également un produit, comme il est très hépatoprotecteur, qui peut être donné quand l'hépatite est d'origine médicamenteuse. Alors ça peut être quand on est sous chimio, ça peut être quand on prend du paracétamol de manière chronique, quand on prend une pilule contraceptive pour des jeunes filles, etc., etc. Ça peut être en accompagnement, bien sûr, d'un syndrome métabolique et de troubles lipidiques. Et quand on est en stéatose hépatique non alcoolique, bien évidemment qu'on a des troubles lipidiques. Et puis, ça peut être également en accompagnement des dyspepsies, lourdeur digestive, impression de trop-plein, fatigue postprandiale, mauvaise haleine, etc., etc. Conseil d'utilisation, 2 gélules par jour, c'est la dose conseillée. Si vous êtes sur du chronique, notamment sur une NAFOLD ou sur une NASH, vous pouvez descendre à 1 gélule par jour. On en discutera plus finement demain lors de l'atelier. Bon, les ingrédients, je ne vous les détaille pas, je vous ai fait le pitch. Et encore une fois, ce qu'il faut peut-être retenir sur ce produit, c'est de permettre au foie de fonctionner correctement avant de le stimuler. Quand vous êtes sur un foie qui est surchargé, vous savez, en fait, et une glande qui est proche de l'épuisement, puisque quand il est dépassé par les lipides, vous avez parfois le réflexe de mettre des plantes qui sont très hépatotoniques, des artichauts, des radis noirs, des fumeterres, des boldos, des curcumas. Alors tout ça, c'est très intéressant, mais n'oubliez pas que vous allez augmenter, en fait, vous allez tirer encore plus sur la corde et sur l'élastique. Là, chez Vitanutrix, on a vraiment pris l'option d'être plus hépatoprotecteur qu'hépatotonique. C'est complètement assumé et c'est ce qui permet notamment d'utiliser le produit en utilisation chronique. Je vous passe le charbon-marie liposomal, sa très bonne biodisponibilité, je reviendrai demain. Et sur les études cliniques, je reviendrai demain aussi dessus, notamment vis-à-vis de la normalisation des transaminases sur les personnes qui ont un NAFOLD. Deuxième priorité, c'est réduire l'inflammation de bas grade, puisque vous l'avez compris, le stade précoce, le NAFOLD, c'est une inflammation de bas grade qui est en écho avec le tissu adipeux blanc. Et donc, réduire l'inflammation de bas grade, c'est le deuxième volet. Là, bien évidemment, l'alimentation méditerranéenne est fondamentale, mais vous pouvez catalyser les choses avec des oméga 3. Et chez Vitanutrix, l'oméga 3 de référence, c'est VitaPL3, qui est en fait un oméga 3 assez atypique. Je vous parlais de la valeur innovation au début. Eh bien, c'est notamment parce que ces oméga 3 sont sous forme de phospholipides et non pas sous forme de triglycérides. Et en fait, le fait d'être sous forme de phospholipides, ça change tout, notamment sur la biodisponibilité qui est 2 fois meilleure et sur la tolérance digestive parce que contrairement à un triglycéride, un phospholipide n'a pas besoin d'être digéré par les lipases et n'a pas besoin du foie et de l'émulsion hépatique pour être assimilé. Et de ce fait, vous n'avez pas de relent de poisson et vous avez pour le patient un confort digestif qui est bien meilleur qu'avec une huile de poisson classique. D'accord ? Donc, VitaPL3, phospholipide marin, issu d'œufs de hareng et donc avec derrière un intérêt majeur, notamment pour la réduction du terrain inflammatoire et notamment l'augmentation de la CRP ultrasensible, de l'interleukine 6 ou encore du TNF-alpha. Donc ça se présente sous forme de capsules molles. On a 2 conditionnements, en 60 et en 30 gélules. Vous pouvez évidemment privilégier un 60 capsules qui sera plus économique pour le patient. Et tout ça, je vous ai raconté. Et le dernier point, c'est diminuer l'insulinorésistance et ses conséquences. Et là, il y a une molécule que j'aime particulièrement qui s'appelle l'acide alpha-lipoïque. Donc, chez Vitanutrix, on garantit une forme 100% R, qui est l'énantiomère le plus efficace, notamment qui est très bien documenté sur les problèmes d'insulinorésistance et de prédiabète. On a également d'autres indications, notamment sur la chélation des métaux lourds. Je ne vous en parle pas ici parce que ce n'est pas le sujet. Les gélules sont dosées à 150 mg par gélule. Je vous conseillerais sur un NASH ou un NAFOLD à principalement conseiller à vos patients 2 gélules par jour pendant 2 à 3 mois. Vous verrez, ça fait vraiment
de très belles choses au niveau de la glycémie. Si vous le vérifiez sur une hémoglobine glyquée ou sur une glycémie à jeun, vous aurez vraiment une amélioration du tableau clinique et évidemment une amélioration indirecte de la stéatose. Voilà, en conclusion, quelques conseils alimentaires. Le matin, évidemment, je fais le plein de bons acides gras, donc des fruits à coque, de l'huile d'olive, du saumon, du foie de morue, des rillettes de maquereau. Je sais que ce n'est pas évident d'avoir un petit déjeuner salé, mais néanmoins, c'est vraiment quelque chose de très important pour ne pas avoir directement une décharge insulinémique dès le matin. Le midi, j'évite la viande rouge et les fromages qui sont quand même des graisses de mauvaise qualité qui vont entretenir la stéatose hépatique. Évidemment, le kebab, la charcuterie et les frites, même si elles sont maison, ça ne marche pas. Hein, on est d'accord qu'il faut essayer de les limiter. Et puis, le soir, je supprime les pizzas, les quiches, les plats cuisinés qui sont faciles à faire, mais qui sont terribles. Et puis, le fromage et les produits laitiers qui, là encore, contiennent des acides gras qui sont très pro-inflammatoires pour l'organisme. Voilà, et puis j'en termine par voilà un petit protocole NAFOL de Vitanutrix. Donc, je protège le foie avec VitaDetox and Protect. Je diminue le terrain inflammatoire avec VitaPL3 phospholipide marin et je diminue l'insulinorésistance avec l'acide R-alpha-lipoïque. On aura le temps d'en reparler demain. J'espère que vous serez présents. Et voilà, j'espère qu'on aura aussi 10 minutes, un quart d'heure, là tout de suite maintenant, pour répondre à quelques questions. Voilà, merci à tous de votre présence. Merci beaucoup Ludovic pour la présentation, c'était très clair. Donc avant de passer aux questions et réponses, juste très rapidement, donc pour rappel, le webinaire était proposé par Compliment Pro, donc une plateforme sur laquelle vous pouvez tout simplement recommander des compléments alimentaires à vos patients, dont notamment les compléments alimentaires de chez Vitanutrix, et tout ça de manière ultra simplifiée. Et plutôt que d'en parler, je vais vous montrer une courte vidéo en fait qui explique comment depuis la plateforme vous allez pouvoir faire des recommandations de compléments alimentaires à vos patients. Hop. Alors. Facilitez vos prescriptions et améliorez l'adhésion de vos recommandations avec la plateforme Compliment Pro. Selon l'OMS, 50% des patients n'adhèrent pas à leurs recommandations de compléments alimentaires. L'achat n'est pas facile pour le patient qui doit se débrouiller parmi plusieurs laboratoires et bons de prescription. Grâce à la plateforme Compliment Pro, facilitez vos prescriptions. Après avoir établi un diagnostic santé, vous pouvez créer une cure personnalisée de compléments alimentaires en quelques clics. Il vous suffit de sélectionner les produits et les dosages adaptés parmi vos laboratoires préférés. Vous pouvez y ajouter un message personnalisé avec vos conseils d'utilisation et la posologie adaptée. Il ne vous reste plus qu'à cliquer pour envoyer votre recommandation. Votre patient la reçoit directement par email et SMS afin de commander. Sa cure sera livrée dans les 48 heures à domicile dans un format de sachet quotidien pour une prise facilitée et une meilleure adhésion à votre recommandation. Avec un sachet par jour, la prise de compléments alimentaires n'a jamais été aussi simple. Comme des milliers de thérapeutes, inscrivez-vous gratuitement sur complimentpro.com. Donc voilà pour la courte présentation. Léa va vous partager le lien de toute façon dans le chat pour pouvoir vous inscrire. Pour rappel, comme on l'a vu, la proposition de valeur sur Compliment Pro, c'est vraiment celle-ci, un large choix de compléments alimentaires. Donc tous vos labos que vous allez pouvoir retrouver sur une même plateforme, recommandés de manière ultra simple et faites des cures personnalisées pour vos patients. Et ensuite, vous allez pouvoir suivre où en est le patient dans sa cure, est-ce qu'il a terminé, est-ce qu'il faut renouveler. Donc, c'est vraiment l'objectif d'améliorer l'observance, l'adhésion du patient sur la cure que vous avez recommandée. Donc, il y a différents laboratoires, dont Vitanutrix, et puis à chaque fois, on vous les présente pendant des formations de produits. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui ne sont pas encore sur la plateforme. Elle est aujourd'hui 100% gratuite, sans engagement. Donc, n'hésitez pas. Nous, après, on prend 20 minutes pour vous présenter tout ça un peu plus dans le détail. Et donc, voilà. Sans plus attendre, on va passer aux questions-réponses. Et juste avant, comme on l'a vu pendant la présentation, donc demain, on a un atelier pratique toujours avec Ludovic Rondini qui va nous présenter un peu plus longuement donc, le laboratoire Vitanutrix et surtout nous former sur la gamme de produits. Et pour les next, on a ensuite Diane qui va venir nous présenter la gémothérapie, son laboratoire Equinutri et l'intérêt dans le cadre du bien-être féminin. Donc, on vous envoie aussi le lien dans le chat pour vous inscrire à tous ces différents événements. N'hésitez pas à vous inscrire. Et pour ceux
qui souhaitent le replay, tout est disponible depuis justement la plateforme Compliment Pro. Donc, en vous inscrivant, vous aurez accès au replay, les vidéos, les supports, etc. Et on va pouvoir passer donc aux questions-réponses. Donc, on a eu beaucoup de questions pendant la présentation. On va faire au mieux pour répondre à tout. Si ça vous va, Ludovic, je vais vous poser les questions et vous pourrez répondre, ou vous voulez simplement... C'est parti. C'est parfait? OK. Oui. Alors, par exemple, première question. Comment se fait-il que cela arrive à des personnes qui ne sont pas en surpoids et qui ont une alimentation saine et qui vont donc pouvoir développer également des problèmes stéatose hépatiques non alcooliques, par exemple? Oui. Alors, effectivement, on peut avoir des personnes qui sont normopondérées, saines, etc., et avec une bonne alimentation, qui développent en fait des stéatoses hépatiques non alcooliques. C'est lié à divers facteurs, notamment à des facteurs métaboliques. Vous savez que le foie, s'il y a bien un organe sur lequel on a une énorme variabilité interindividuelle, c'est bien celui-ci, parce qu'il est capable de digérer plein de choses, mais en fait, on n'est pas tous égaux face à ses capacités de digestion. Donc derrière, en fait, alors derrière, ça revient à dire qu'il y a un certain nombre de prédispositions génétiques, même si c'est pas une pathologie génétique. En fait, on a une sensibilité en fonction de ce que l'on consomme. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et puis après, au niveau du métabolisme, on peut avoir aussi des facteurs qui sont qui vont augmenter en fait les choses. On peut avoir des perturbations d'assimilation, d'élimination qui vont créer en fait des déséquilibres dans certains micronutriments, je pense aux vitamines, minéraux, les classiques, mais qui de facto vont perturber le fonctionnement du foie et vont favoriser en fait la mise en place de ce climat inflammatoire. Le dernier point, ça peut être effectivement derrière au-delà de la perturbation alimentaire, ça peut être aussi un mauvais fonctionnement en fait du système immunitaire, puisque je vous rappelle que l'inflammation est mise en place par le système immunitaire, et on peut très bien aussi avoir ce que l'on appelle en fait des infections froides ou des maladies silencieuses qui sont non diagnostiquées en fait, mais qui peuvent participer et donc là on parle plus d'hépatite à proprement parler et d'hépatite virale, mais on parle d'autres virus qui peuvent notamment créer ce climat inflammatoire et favoriser la mise en place de stéatose hépatique. Donc pour résumer, prédisposition génétique, problème au niveau du système immunitaire, et puis d'autres facteurs ou d'autres perturbations métaboliques croisées. Ok, très très clair. On avait des questions d'ailleurs par rapport aux prédispositions génétiques, donc ça c'est fait aussi. Il y avait des questions également, donc on a vu que c'était réversible comme pathologie avant un certain stade. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce que par exemple, si on reprend une hygiène de vie à 30 ans ou à 50 ans, on va avoir une différence? Est-ce que la réversibilité est la même? Oui, alors c'est une très bonne question. De manière générale, tous nos organes sont beaucoup plus, ont un dynamisme métabolique beaucoup plus important quand on est jeune, et on perd en fait ses capacités d'autoréparation et de plasticité cellulaire en fait avec l'âge. Donc très clairement, oui, c'est tout le temps réversible, mais plus on avance dans l'âge et plus le reverse est compliqué. C'est pareil pour la perte de poids, c'est pareil en fait pour plein de choses, pour la réparation osseuse. Quand vous faites une fracture, on sait bien que une fracture du col du fémur chez une personne de 80 ans, c'est très préoccupant. Alors qu'une double fracture ouverte chez un gamin de 15 ans, si c'est bien réparé, si c'est bien soigné, globalement, ça va bien se passer et l'enfant n'aura pas de séquelles. Donc, vous voyez que, oui, clairement, plus on avance dans l'âge et plus ça va être compliqué. Ok. On avait une question concernant les jus maison. Est-ce que les jus maison riches en antioxydants peuvent aider à la régénération du foie? Et du coup, ça va joindre un petit peu avec le fructose qu'on a un peu pointé du doigt tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on peut élaborer là-dessus? Oui, alors je suis toujours extrêmement méfiant par rapport smoothie, jus maison, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a un point qui est positif, c'est-à-dire l'apport en antioxydants, et l'apport en antioxydants en grande quantité, de manière et d'un point de vue nutritionnel, c'est-à-dire pas des antioxydants purifiés, mis dans des gélules, etc., etc. Bon, ok. Ça, c'est le côté qui est très positif. Maintenant, quand vous faites un jus,
vous éliminez en fait tout ce qui est l'effet matrice, c'est-à-dire notamment les fibres, la cellule, etc., etc. Vous extrayez donc les sucres en même temps que les antioxydants. Et donc, vous allez avoir un impact sur la glycémie qui va être beaucoup plus important et des apports, notamment en fructose, vous l'avez cité, qui vont être beaucoup plus importants parce que autant dans un jus, on met facilement 3, 4, 5 fruits et légumes, alors que, en fait, si on avait dû les manger, on n'aurait jamais consommé autant, en fait, parce qu'on aurait été à satiété bien avant. Et donc, vous voyez, j'ai du mal, en fait, à vous faire une réponse claire sur le sujet parce que j'ai du mal à évaluer le bénéfice-risque. C'est-à-dire que d'un côté, ok, ça augmente très significativement l'apport en antioxydants et en phytonutriments, donc j'aurais plutôt tendance à dire oui, allons-y. Et en même temps, parce qu'on perd les fibres, parce qu'on perd l'effet matrice et parce qu'on va augmenter en fait de manière assez significative la consommation de sucre, j'aurais tendance à être plutôt négatif sur le sujet. Alors, histoire de faire une réponse à peu près claire, chez un patient qui a une stéatose hépatique non alcoolique, très clairement, je ne conseillerais pas de prendre des smoothies ou des jus maison, surtout si c'est 3-4 fois par jour. Si c'est un jus par jour, à la limite, et que c'est la seule source de glucides, alors de glucides à fort index glycémique, alors ok. Merci, très clair. Dernière question pour l'alimentation et puis après on passera sur les compléments alimentaires que vous avez présentés. Doit-on regarder la consommation de glucides dans les céréales et les légumineuses cuisinées brutes dans un régime végé? J'ai pas compris la question. Est-ce qu'il faut les regarder? Est-ce qu'il faut regarder? Est-ce qu'il faut les prendre en compte, j'imagine? Est-ce que ce sont des choses également qui rentrent en compte? Oui, alors bien sûr, ça rentre en ligne de compte. Moi, j'aurais tendance à dire que sur un régime qui soit végétarien, pas trop de problèmes, à part quelques vitamines. Végétalien, il faut être un peu plus vigilant par rapport à l'apport en protéines. Donc, c'est principalement l'apport en protéines et l'apport en acides gras à longue chaîne, notamment apportés par les poissons, qui, à mon sens, sont les plus compliqués et qu'il faut monitorer. Après, l'apport en glucides, généralement, il est largement compensé par l'apport en fibres et finalement, c'est pas très grave. Puis vous savez, moi, j'aime pas compter les calories, donc ni les apports en glucides. Il y a juste qu'encore une fois, quand on a une stéatose, faut faire attention, mais quelqu'un qui a une stéatose hépatique non alcoolique, s'il a un régime végétarien ou végétalien, ça va très clairement aller dans le bon sens parce que c'est une alimentation qui est très anti-inflammatoire. Donc finalement, je ne m'amuserai pas à regarder dans le détail les glucides, je ferai juste attention aux fruits. N'oubliez pas, quand on dit il faut consommer des fruits et des légumes, en réalité, il faut surtout consommer beaucoup de légumes et un peu de fruits. Et puis juste celle-ci que j'ai vu passer aussi, concernant les boissons dites zéro. Donc on a beaucoup parlé de soda et des sodas zéro. Oui, ils portent bien leur nom, c'est zéro, quoi. Enfin, ça vaut rien. C'est-à-dire que, alors globalement, vous enlevez la source de glucides. Je vous rappelle que les édulcorants, les produits light, les machins n'ont montré aucune efficacité en la perte de poids parce qu'on fait de la compensation. Pire, ça a tendance à perturber en fait la perception sucrée où en fait notre pancréas, notre cerveau fonctionne, réagissent assez mal par rapport à ces ersatz de soda. Non, je n'ai pas de solution. Si vous voulez, il faut se passer de ces boissons, qu'elles soient zéro ou pas zéro en fait. Il faut apprendre à consommer autre chose. Et effectivement, on parlait des jus maison. C'est déjà mieux, en fait. Et c'est vrai que le Perrier citron ou l'eau gazeuse citronnée, c'est pas très fun. On peut mettre du gingembre aussi dedans. On peut mettre diverses moyens d'accommoder les choses. On peut boire de l'eau aussi, parce que c'est bon, l'eau, pour nos cellules. Oui, c'est sûr. On a eu des questions aussi au niveau des durées de cure, donc notamment combien de temps prendre la cure du bêta-détox? Alors, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit qui est utilisable sur le long terme parce qu'il a plutôt tendance, vous l'avez compris, dans sa philosophie, à renforcer le fonctionnement du foie et à faciliter le fonctionnement du foie plutôt que le presser pour qu'il, finalement, il joue son rôle démonctoire. Parce que, encore une fois, sur un foie qui est abîmé, qui est en stéatose, ça ne sert à rien de lui donner des coups de pied aux fesses, quoi. Enfin, il ne va pas avancer plus vite. Donc pour la durée de cure, moi j'ai tendance à dire que c'est 3 mois minimum. Pourquoi ce stade des 3 mois? C'est pas parce que c'est
ça fait fun, c'est simplement parce que si vous voulez commencer à suivre les choses avec, par exemple, des marqueurs biologiques, je pense notamment à la glycémie à jeun, je pense à la CRP ultrasensible, je pense notamment au profil en acide gras érythrocytaire. Vous savez que la durée de vie d'un érythrocyte, c'est 3 mois en fait dans le sang. Donc si vous voulez voir et monitorer les choses d'un point de vue biologique, alors en dessous de 3 mois, vous aurez du mal à voir les choses, d'accord ? Maintenant, on sait très bien que le renouvellement des cellules, ça prend du temps aussi. Alors, c'est très variable d'un organe à l'autre, mais 3 mois, c'est une bonne durée moyenne, en fait, pour avoir un renouvellement cellulaire qui est suffisant pour voir les choses. Donc, encore une fois, moi, je partirais sur 3 mois, 1 à 2 gélules par jour en fonction du patient. Ça me paraît être un bon début. Et après, on fait le point en fonction des symptômes, en fonction des marqueurs, en fonction aussi de l'hygiène de vie du patient. Ok. Donc, on a vu que c'était également une maladie qui pouvait toucher l'enfant. Et est-ce qu'au niveau des compléments alimentaires que vous avez présentés, et donc pour revenir au Vita Detox, vous pourriez le recommander à des enfants? Et sinon, quel type d'actifs? Alors, sur des enfants, j'aurais tendance à dire qu'un Vita Detox, je le conseillerais pas à un enfant de moins de 12 ans, parce qu'on a quand même un extrait de thé vert. Alors, je sais bien que le thé vert, ça peut paraître anodin, et pourtant, il y a eu plusieurs cas d'hépatotoxicité. C'est d'ailleurs pour ça qu'en complément alimentaire, on est assez réglementé sur le taux de GCG, etc., etc. Donc voilà, le chardon-marie aussi, c'est une plante qui n'est pas anodine. Donc en dessous de 12 ans, j'en donnerai pas forcément. Moi, je pense que sur un enfant de moins de 12 ans, c'est hygiène de vie et sport. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer, tapez dans Google, activité physique, sédentarité chez les enfants et les adolescents, vous verrez, tous les rapports sont alarmistes et catastrophiques. Donc les gamins, il faut qu'ils courent après un ballon, il faut qu'ils jouent à la corde à sauter dans la cour, peu importe, des activités qu'on faisait quand on était jeune et qu'on est vieux comme moi maintenant. Bon voilà, donc l'idée c'est remettre les enfants au sport et contrôler leur alimentation. C'est vrai que ça fait plaisir d'aller chercher un McDo, ça fait plaisir de faire un Uber Eats ou que sais-je, parce que les enfants, c'est un moment de partage et pourtant il faut qu'ils mangent en fait des fruits, des légumes, des fibres. Donc vraiment chez un enfant, j'aurais tendance à dire que laissons-le tranquille avec les compléments alimentaires, apprenons-lui les bases de la nutrition et d'une bonne hygiène de vie, ce qui est très compliqué quand déjà les parents n'ont pas ces bases. Par contre, je leur donnerai plus volontiers du Vita PL3 parce que là, on va avoir des apports en oméga 3 très qualitatifs. Je n'ai pas réinsisté dessus, mais les phospholipides d'oméga 3, c'est exactement la forme que vous avez dans le cerveau. Donc, dans la construction du cerveau, dans la construction de la mémoire, dans l'équilibre en fait de l'inflammation. Donc, c'est tout leur équilibre émotionnel qui en dépend derrière. Dans l'équilibre du tissu adipeux et du tissu adipeux blanc, tout ça c'est fondamental. Donc oubliez le Vita Detox et Protect pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Par contre, leur donner de manière chronique, surtout s'ils ont une alimentation qui est déséquilibrée et que vous n'arriverez pas à récupérer les parents parce que malheureusement ils ne sont pas en capacité de comprendre, alors insistez et donnez du Vita PL3 en continu, en continu, en continu. Très bien. Alors, est-ce que les 3 compléments qu'on a présentés, ils peuvent être pris en même temps? Parce qu'on a vu le protocole, protéger le foie, diminuer le terrain inflammatoire et ensuite diminuer l'insulino-résistance. Est-ce que c'est en même temps ou est-ce que c'est en 3 temps? Non, on peut faire les 3 en même temps. Après, c'est vrai que l'idée, c'est de se débarrasser potentiellement des oméga 3 si on oublie, s'il n'y a plus de terrain inflammatoire, ou en tout cas s'il disparaît par une bonne hygiène de vie. Pareil, c'est potentiellement de faire disparaître l'acide alpha-lipoïque si la glycémie est normalisée. Mais dans un premier temps, vous pouvez attaquer avec les 3 produits de front. J'aurais tendance à dire qu'on est quand même sur des dosages, vous remarquez, qui sont assez élevés. Donc avec 2 gélules de Vita Detox, 2 capsules de Vita PL3 et 2 gélules d'acide alpha-lipoïque, je vais m'en sortir. Vous voyez qu'avec 6 gélules jour, vous arrivez à avoir 3 produits très bien dosés et je ne suis pas sûr qu'il faille mettre les 3 et à la dose maximale. Vous voyez qu'en fonction du patient, par exemple, un patient sans problème de glycémie, je ferai sauter, par exemple, l'acide alpha-lipoïque. Donc, vous voyez que c'est quand même facile, entre guillemets, de commencer avec les 3 produits. On n'est pas sur des posologies ou sur des prescriptions qui sont avec des ordonnances à rallonge et des choses qui sont extrêmement coûteuses aussi pour le patient. Ok.
Donc, il y avait des questions aussi concernant les contre-indications, les associations médicamenteuses. Il me semble avoir vu passer une question particulière par rapport à l'hypertension et le chardon-marie. Est-ce qu'on pourrait élaborer un petit peu là-dessus? Mhm. Alors c'est vrai que le chardon-marie est parfois suspecté d'augmenter la tension. Je mets bien du conditionnel parce qu'on trouve des études qui montrent que ça fait augmenter la tension artérielle, on trouve d'autres études qui montrent que ça n'a pas d'impact. D'ailleurs, c'est vous savez que le législateur est extrêmement prudent et que si véritablement on avait un risque majeur, on serait obligé de le mettre en mention sur l'étiquette. C'est-à-dire que dès qu'on a du chardon-marie, on serait obligé de mettre déconseillé en cas de traitement antihypertenseur ou chez des personnes ayant des troubles de l'attention, de la plus loin tension. Donc c'est pas le cas. Donc très clairement, peut-être en principe de précaution, si vous avez une personne avec une tension qui est très mal stabilisée, alors peut-être qu'effectivement, je jouerai la prudence ou alors je commencerai à une gélule par jour parce que des personnes qui ont des troubles de la tension, généralement, ils ont un tensiomètre et ils prennent très régulièrement leur tension. Donc dans ces cas-là, effectivement, je monitorerai les choses et je commencerai à une gélule par jour et je serai peut-être prudent, mais je n'en ferai pas potentiellement une cause de non-conseil du Vital Detox and Protect. Ok, très clair. Mais je pense que bon, là, on a dépassé un petit peu sur le temps, mais après, on était un petit peu en retard. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous aviez vu passer une des questions où vraiment vous vouliez y répondre. Sinon, nous, après, on pourra les reprendre et vous les envoyer par mail éventuellement pour celles qu'on n'aura pas eu le temps de terminer. Oui, je voudrais juste répondre en fait à une des dernières questions que je vois passer de Ouais. Lucie qui demande en fait jusqu'à quel stade on est réversible. En fait, on est réversible tant qu'on n'a pas de fibrose. C'est-à-dire que dès qu'en fait le foie ne fibrose pas, mais c'est valable pour tous les organes. Vous savez, la fibrose, c'est le dernier état de l'inflammation, hein, rougeur, chaleur, douleur et tuméfaction. La tuméfaction, c'est la fibrose. Dès qu'on fibrose un tissu, il perd sa capacité d'autoréparation. Donc jusqu'à une NASH, à un stade avancé, on peut avoir un reverse. Il faut être très rigoureux sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, etc., etc. Et c'est pour ça que je réponds à cette question en particulier, parce que j'ai envie de rester sur une note très positive. Oui, on peut y arriver, mais effectivement, plus on va être sur des stades avancés et plus le reverse va être compliqué. Ok, merci. Merci vraiment pour cette présentation. Donc, c'était vraiment très clair, très instructif et je pense que tout le monde est d'accord. On a eu beaucoup de messages passés qui l'indiquaient en tout cas. Pour ce qui est de l'inscription à la plateforme, on vous remet le lien et c'est comme ça que vous allez pouvoir recevoir le replay tout simplement du webinaire. Parce que j'ai eu pas mal de questions aussi concernant comment est-ce qu'on reçoit le replay. Vous avez tout disponible sur Compliment Pro. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup Ludovic pour cette présentation. Avec plaisir. Merci Célène, merci à l'équipe pour l'organisation, merci à vous qui êtes très nombreux et je vois passer vos messages dans le chat. Enfin voilà, ça fait chaud au cœur, donc merci beaucoup. Et demain, pour ceux qui sont là, je vous promets, on aura résolu ces problèmes de caméra. Je veux que vous puissiez me voir grimacer et bafouiller parce que j'ai été de temps en temps, je bafouillais beaucoup aujourd'hui, ça m'arrive pas souvent, donc voilà, ça sera corrigé pour demain. On vous renvoie aussi le lien pour vous inscrire donc à l'atelier de pratique demain et on se retrouve donc demain pour la présentation de la gamme Vitanutrix. Merci encore à tous et très bel après-midi. Merci.